Il y a des choses qu'on n'explique pas, et il y a des gens qui expliquent trop, mais qui n'ont jamais compris leur propre histoire. Dis-moi, que ferais-tu si tu trouvais un homme en costume Armani, sale, puant l'alcool, allongé au milieu de déchets recyclables, le visage en sang et une carte black dans la poche? C'est exactement ce qui est arrivé à Benedito, chiffonnier, père de 3 enfants. Il dormait sous une bâche bleue, mais portait plus d'honneur dans le cœur que bien des politiciens en cravate. C'était un mercredi brûlant, sous un ciel craquelé, quand il aperçut ce corps parmi des cartons. De loin, on aurait dit un ivrogne de plus. Mais de près, hein? C'est une chaussure italienne, ça? Et cette cravate? Vous êtes vivant, monsieur? L'homme remua. Son œil était au beurre noir, ses cheveux trempés de sueur et de sang séché. Mais c'est la première chose qu'il dit qui glaça Benedito jusqu'aux os. « Tue-moi, s'il te plaît, achève-moi !» Et là, attention, ce n'était pas un simple sans-abri, c'était Claudio Nogueira, un nom qui avait fait la une des magazines. Entrepreneur, propriétaire de 3 holdings, marié à une femme sortie d'un spot de parfum français, et maintenant naufragé de lui-même. « Monsieur, je suis qu'un pauvre gars, mais je tue personne. Allez, debout, allez !» Claudio ne répondait pas. Il fixait le ciel comme s'il assistait à son propre enterrement. Benedito, sans trop réfléchir, le mit dans sa vieille charrette et le ramena jusqu'à l'impasse où il vivait. « Ici, personne ne te jugera. Mais si tu veux continuer à puer, je t'en empêcherai pas. » Vers le milieu de la nuit, Claudio s'éveilla sur un matelas de mousse fine, parfumé au savon et à l'espoir. Autour de lui, une radio cassée, une croix de bois au mur et 3 enfants dormant sur le sol. Il murmura « C'est le paradis ici ?» Benedito, depuis l'extérieur, répondit ironiquement « Non, mon ami, ici c'est le fond du puits, mais au moins il y a des vivants. » Claudio ne dit rien. Il regarda ses mains, comme si elles pouvaient lui rappeler un passé qui ne vivait plus en elle. « Et toi qui écoutes cette histoire, t'as déjà cliqué sur « J'aime », t'es abonné à la chaîne, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu risques de rater ce qui vient. Et crois-moi, ce qui vient va faire ravaler leur orgueil à bien des gens. On dit que le fond du puits a un ressort, mais moi, je dis qu'il a un écho. Et Claudio a entendu cet écho. Fort, très fort. Le lendemain matin, il se réveilla dans la cabane de Benedito, l'âme plus sobre que jamais. Le soleil passait à travers les interstices de la bâche comme un phare sur un navire échoué. Les enfants étaient déjà levés. Une balayait le sol en terre battue, l'autre coiffait une poupée sans jambes, et la plus petite léchait le fond d'un couvercle de yaourt comme s'il s'agissait d'un festin royal. Claudio se leva doucement, avec l'élégance d'un homme qui avait eu chauffeur, mais qui peinait aujourd'hui à redresser le dos. Il regarda autour de lui et demanda « Où suis-je ?»« Bienvenue dans la République des Invisibles, » répondit Benedito en souriant. « Ici, on n'a pas de badge, mais chacun a un nom. » Claudio ricana moqueur. « Un nom ? J'avais même un nom sur un gratte-ciel. » Mais soudain, quelque chose bougea en lui. Il mit la main dans la poche gauche de sa veste déchirée et en sortit un papier froissé, taché de sang et de larmes séchées. Benedito fronça les sourcils. « C'est quoi ça, patron ?» Claudio hésita. Sa main tremblait. « Une lettre. Je l'ai écrite avant de finir dans les ordures. »« Et tu l'as envoyée à qui ?» Claudio avala sa salive. « À personne. C'était pour moi-même. » Le silence devint pesant. Un silence si lourd qu'on aurait cru que la cabane allait s'écrouler sous le poids de la vérité. Claudio déplia le papier et commença à lire à voix basse. Mais ce qu'il lisait n'était pas destiné à être entendu. C'était pour être ressenti. « Claudio, tu as tout perdu, mais le pire n'est pas d'avoir perdu l'entreprise, ni le manoir. Ce qui fait le plus mal, c'est d'avoir perdu celui que tu étais avant de devenir quelqu'un. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as survécu, ou que tu as renoncé à mourir. » Benedito se leva d'un bond. « Tu sais quoi? C'est l'heure de prendre un bain, même à la bassine. » Il jeta une serviette à Claudio et montra une cuvette d'eau tirée du puits. « Ici, on peut être pauvre, mais on n'a plus de dignité que bien des PDG. » Claudio ne résista pas. Il s'agenouilla, se jeta de l'eau au visage, se lava la barbe, les yeux, l'âme, et pour la première fois depuis des mois, il pleura. Mais pas un chagrin quinois,
un chagrin qui purifie, et ce fut à cet instant que la plus petite fille, celle qui léchait le yaourt, pointa du doigt et dit « Monsieur, vous ressemblez à mon papa. » Silence. Claudio pâlit, plus blanc qu'une feuille, et Benedito, figé. « Ton papa? Qu'est-ce que tu racontes, petite ?» Elle haussa les épaules. « Il est parti. Mais maman disait qu'il portait toujours de beaux costumes et qu'il pleurait en cachette. » Claudio trembla. « Comment s'appelait ta maman ?» La petite répondit simplement. « Elle s'appelait Clara. Elle est morte. » Et là, dans cette cabane de fortune, un secret du passé venait de refaire surface. Parce que ce nom, Clara, figea Claudio. Il se figea, regard perdu, main tremblante. Le nom Clara résonnait dans sa poitrine comme un tambour au fond d'une grotte vide. « Clara » répéta-t-il dans un souffle, comme s'il interrogeait le passé. Benedito, qui en avait pourtant vu de toutes les couleurs, ne savait plus où se mettre. « Clara, comment, patron? Vous la connaissiez ?» Mais Claudio ne répondit pas. Il ferma les yeux et se mit à trembler. Parce que ce nom n'était pas seulement un souvenir, c'était une faute. Il y a 24 ans, à une époque où son visage n'apparaissait sur aucune couverture de magazine, où aucun bolide ne dormait dans son garage, Claudio avait connu un amour simple. Né sous un auvent, entre un café passé dans une chaussette et des baisers volés pendant la pause ménage. Clara était femme de ménage dans le bureau où il avait commencé. Et lui, stagiaire prétentieux, plein de rêves ambitieux et de mémoire courte. « Elle est tombée enceinte », murmura-t-il d'une voix étranglée. Benedito s'approcha. « Comment ça ?» Claudio inspira profondément, comme pour avouer un crime longtemps enfoui. « Elle m'a dit qu'elle attendait un enfant, et j'ai disparu. J'ai fait semblant de ne pas entendre. J'ai démissionné, j'ai changé de ville. Puis l'argent est arrivé, la célébrité aussi. Mais je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il était advenu d'elle. » Un silence s'abattit. Mais ce n'était pas un silence respectueux, c'était un silence de jugement. Benedito le regardait comme on regarde un homme qui mange de l'or, mais n'a jamais goûté à l'amour. « T'es en train de me dire que cette gamine pourrait être ta fille ?» Claudio ne répondit pas. Mais son silence parlait pour lui. « Et maintenant ?» insista Benedito. « Maintenant je ne sais pas, je n'ai aucun droit. Elle ne sait même pas qui je suis. » C'est alors que la petite s'approcha de nouveau. Elle fixa ses yeux. « Pourquoi vous pleurez ?» Claudio, la voix brisée, répondit « Parce que peut-être que je t'ai laissé seul dans ce monde. » La fillette sourit. « Mais je suis jamais seul. Tonton Benedito s'occupe de moi. Il dit que Dieu vit ici. » Et elle montra sa poitrine. Et c'est à cet instant que Benedito, les yeux embués, déclara « Elle croit plus en Dieu que dans n'importe quel père disparu. » Le coup fut direct, brutal. Claudio ferma les yeux, inspira profondément. « Je dois savoir. Il faut que je découvre si elle est vraiment ma fille. » Benedito s'appuya contre le mur, croisa les bras. « Fais gaffe à ce que tu cherches, patron. Parce que parfois, ce qu'on trouve fait plus mal que ce qu'on a perdu. » Mais Claudio était déjà décidé. Il allait remonter le passé, et pour cela, il devait retourner là où tout avait commencé. L'immeuble où Clara lavait les sols, et lui, sa conscience, avec des excuses. Le lendemain matin, Claudio se leva avec le dos en feu et l'âme en brasier. Il avait rêvé de Clara, de son sourire en coin, de ses yeux qui parlaient mieux que n'importe quel poème. Mais dans le rêve, elle s'éloignait, portant un bébé dans les bras. Et lui restait planté là, figé, sans mots ni courage. « Je dois retourner à l'immeuble, découvrir toute la vérité. Si elle est vraiment morte, quelqu'un doit savoir. Quel était son nom de famille ?» Benedito alluma le réchaud avec une allumette et répondit sans le regarder. Elle se faisait appeler Clara Mendes. Claudio ferma les yeux. C'est elle, c'est bien elle. Et ce matin-là, étouffant de chaleur, il partit, en tongs troués, avec une chemise prêtée, un mendiant, mais en mission. L'ancien immeuble de la société se trouvait au centre-ville. Une bâtisse décrépie, façade en pierre, rouille dégoulinant des grilles de fer. Chaque marche qu'il montait lui pesait dans les genoux, comme si l'escalier reconnaissait le poids de sa culpabilité. Il entra comme on entre dans son propre passé,
Le gardien, un jeune bedonnant au regard méfiant, le scruta de haut en bas. « Oh, oh, c'est pas un refuge ici. Vous cherchez quoi, monsieur ?» Claudio hésita. « J'ai travaillé ici. Il y a plus de 20 ans. Je voulais savoir si vous aviez encore des dossiers anciens concernant une employée de ménage. Elle s'appelait Clara Mendes. » Le jeune homme arqua un sourcil. « Clara ? Non, assez courant. Mais attendez, je crois que ma grand-mère m'a parlé d'elle. Elle faisait le ménage ici, non ? Oui, elle a disparu soudainement. Je voudrais savoir ce qui lui est arrivé. » Le gardien hocha la tête. « Si vous voulez tenter votre chance, les archives mortes sont au sous-sol. Mais prenez une lampe. Là-dessous, la lumière brûle plus que la conscience. » Il descendit un escalier étroit, envahi d'une odeur de moisi et de souvenirs. Chaque tiroir qu'il ouvrait faisait revenir une décennie. Fiches d'employés, photos jaunies, notes manuscrites, CV imprimés sur papier matriciel, jusqu'à ce qu'il trouve un dossier marron couvert de poussière. Clara Mendes, service ménage. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, fiches d'embauche, copies de cartes d'identité, 2 photos d'identité et une note manuscrite pleine de rage. Congédié pour grossesse non déclarée, disparu sans préavis, aucun contact depuis. Claudio s'assit sur le sol froid en béton. Le monde se mit à tourner. Elle était seule, et je l'ai laissée. Mais il restait quelque chose dans le dossier, une petite enveloppe collée au fond. À l'intérieur, une feuille pliée, une lettre, écrite par Clara. « Si un jour quelqu'un demande après moi, dis-lui que je suis parti par amour pour mon enfant, et par honte d'aimer quelqu'un qui ne savait que fuir. C'était pour lui, ça l'avait toujours été. » Et en bas de la lettre, un prénom, écrit en lettres enfantines. Julia Mendes. Le cœur de Claudio s'effondra. Maintenant, ce prénom avait un visage, une mère, une histoire. Mais ce n'était pas tout. Dans le coin inférieur de la page, un tampon ancien révélait quelque chose qu'il ne s'attendait pas à lire. Transféré à la fondation Donna Céleste, foyer d'orphelins. Claudio leva les yeux vers le plafond moisi et murmura. « Elle n'est pas morte, elle a été abandonnée, comme moi j'ai abandonné sa mère. » Il sortit du sous-sol en titubant. Pas d'ivresse, mais de souvenirs. Et il savait désormais où aller. Claudio prit un bus bondé, les gens serrés comme des sardines, la chaleur collante et sa tête lourde comme un coffre plein de regrets. Il descendit près de la Villa Aurora, là où se trouvait la fondation Donna Céleste. Un vieux manoir, jardin sec, mur élevé, avec une pancarte en bois déjà fanée. Ici, on prend soin de ce que le monde a jeté. Claudio avala sa salive. On aurait dit un message de Dieu, déguisé en sarcasme. Il tapa des mains. Un portail rouillé grinça, et apparut une femme en habit gris, les yeux marqués par une vie à voir, plus d'abandon que de télévision. « Bonjour, je suis sœur Ruth. Je peux vous aider ?» Claudio tenta de garder sa voix droite. « Je cherche une petite fille. Enfin, je voulais savoir si vous avez des dossiers. Son nom, Julia Mendes. Sa mère s'appelait Clara Mendes. Elle a peut-être été laissée ici il y a une dizaine d'années. » La religieuse plissa les yeux. « Vous êtes de la famille ?»« Pas exactement, mais peut-être que je suis bien plus que ça. » Elle poussa un soupir, tourna le dos et disparut pendant ce qui sembla durer une éternité. Elle revint avec un dossier bleu clair. « Oui, nous avons un enregistrement. Julia est arrivée ici à l'âge de 2 ans. Elle avait été abandonnée devant la porte. Aucun mot, juste une poupée. Et un bout de papier portant un seul nom, Clara. » Claudio inspira comme un noyé remontant enfin à la surface. « Est-ce qu'elle est toujours ici ?» La sœur hocha lentement la tête. « Elle est là, mais elle est en cours de préadoption. Un couple vient la voir chaque semaine. C'est une enfant très spéciale, très affectueuse, et avant que vous ne demandiez, elle n'a jamais parlé de son père. » Claudio baissa la tête. Elle n'en garde aucun souvenir, parce qu'elle n'a jamais eu de présence. Sœur Ruth le regarda, de ce regard qui racle l'orgueil jusqu'à l'os. « Vous n'avez aucune preuve, n'est-ce pas ? » ?»« Non, juste le remords. Alors vous allez devoir faire bien plus que ça. Il va falloir prier, lutter. Et si vous voulez vraiment prouver quoi que ce soit, je recommande un test ADN. Mais, avant tout, il faut qu'elle le veuille aussi. » Claudio acquiesça. « Je ne veux pas la prendre de force. Je veux seulement
avoir le droit de demander pardon. Sœur Ruth s'approcha. Aujourd'hui, elle est en sortie scolaire avec son groupe. Elle revient en fin de journée. Vous souhaitez attendre. Claudio regarda le banc en ciment sous un arbre sec et répondit « J'ai attendu 12 ans. Je peux bien attendre encore quelques heures. » Et là, il s'assit, à réfléchir, pendant que les feuilles tombaient comme des morceaux d'orgueil qu'il laissait enfin derrière lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, le couple intéressé par l'adoption allait aussi arriver à la fondation et que la femme allait le reconnaître. Claudio était là depuis des heures, assis sur le banc dur, transpirant plus de nervosité que de chaleur. Le portail s'ouvrit lentement. 2 personnes entrèrent. Un homme en costume beige, air de comptable, sourire figé, et une femme qui, en croisant le regard de Claudio, se figea. « Claudio » dit-elle, la voix bloquée entre surprise et désillusion. Il mit quelques secondes à la reconnaître, mais quand il la reconnut, son sang se mit à bouillir. « Sylvia » Elle recula instinctivement de 2 pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme à ses côtés fronça les sourcils. « Vous vous connaissez ?» Sylvia hésita, puis répondit vite, comme pour éteindre un incendie. « On était à la fac ensemble. Il était ami avec mon ex. » Mais Claudio sentit la fausseté dans ses mots, parce que ce que Sylvia ne disait pas, c'est qu'elle l'avait aimé, pas comme il faut, pas au bon moment, mais aimer, oui. « C'est toi qui veux adopter Julia ?» demanda-t-il sans détour. Sylvia cligna plusieurs fois des yeux. L'homme répondit à sa place. « Oui, on a été approuvés comme famille préadoptive. On attendait ce moment depuis des mois. Pourquoi ?» Claudio avala sa salive. « Parce qu'il se pourrait qu'elle soit ma fille. » Silence. Sylvia pâlit. L'homme la fixa, puis regarda Claudio, puis encore elle. « Attends, tu savais ça ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Bien sûr que non. Je n'en avais aucune idée. Mais la vérité, c'est qu'elle savait au fond. Elle se souvenait de Clara, du lien entre elle et Claudio. Elle savait que Clara avait disparu enceinte, et quelque part, elle avait toujours soupçonné que cette petite pouvait porter son sang. Tu ne peux pas débarquer comme ça, Claudio. Pas maintenant. Pas après tout ce temps. Pas pour tout gâcher encore une fois. Tout gâcher, tu veux dire que c'est mieux qu'elle vive sans jamais connaître ses origines? Peut-être que oui, explosa-t-elle, parce qu'il vaut peut-être mieux une nouvelle histoire que d'hériter d'une histoire brisée. L'homme regarda l'un puis l'autre. Quelqu'un ici peut m'expliquer ce qui se passe ou je dois deviner en lisant Wikipédia? Sylvia respira profondément, fixa Claudio dans les yeux et lâcha. Cette fille, c'est peut-être sa fille. La fille d'une femme nommée Clara, qui est morte et qui l'a abandonnée. Claudio ne répondit pas. Il encaissa, parce que dans ce moment-là, il n'y avait rien à dire, rien à défendre, juste la vérité. Mais c'est alors que sœur Ruth apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Claudio, Julia est rentrée. » Et tout autour sembla s'arrêter. Claudio se leva, ses jambes tremblaient, son cœur aussi, parce que maintenant, il allait voir, pour la première fois de ses propres yeux, la petite fille que le destin lui avait cachée pendant 12 ans. La petite fille arrivait en courant, sac à dos sur les épaules, sourire éclatant comme un phare. Elle bondissait parmi les autres enfants, comme si elle ne devait rien au monde, et peut-être qu'en effet, elle ne devait rien. Mais dès qu'elle aperçut Claudio près du portail, son sourire s'arrêta. Claudio sentit son cœur faire 3 pas en arrière dans sa poitrine. Elle s'approcha, le fixa avec cette innocence pure que seuls les enfants possèdent. « Vous êtes nouveau ici ?» demanda-t-elle. Sa voix douce, mais avec une assurance qu'il reconnaissait. C'était le même ton que Clara utilisait quand elle lui demandait pourquoi il avait si peur d'aimer. Il essaya de sourire, mais son visage n'y parvint pas. « Oui, je suis nouveau, mais j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » Elle rit doucement. « Impossible. J'ai jamais quitté cet endroit. » Sylvia, qui observait de loin avec les yeux embués, intervint. « Julia, voici Claudio. Il voulait te rencontrer. » La fillette fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La question était directe, crue, et elle traversa Claudio comme une lame invisible. Il s'agenouilla. Sa voix tremblait. « Parce que peut-être, je suis arrivé trop tard. » Elle ne comprit pas,
mais quelque chose dans son regard ralentit son cœur. « Vous connaissiez ma maman » demanda-t-elle. Silence. « Oui, je la connaissais. » Elle inspira profondément. « Alors racontez-moi comment elle était. Personne ne le fait. Ils disent tous qu'elle était gentille, mais personne ne me dit ce qu'elle aimait, ce qu'elle disait, ce qu'elle rêvait. » Et là, l'homme s'effondra, pas en tombant, mais en pleurant. Un pleur qui saigne par l'intérieur. Elle rêvait d'un monde où personne ne t'abandonnerait. Elle aimait le café fort. Elle chantait tout bas en lavant les vêtements. Et elle disait que tu allais apprendre à aimer, même si ton père était un lâche. La fillette ouvrit grand les yeux. « Vous êtes mon papa ?» Claudio hésita. Mais sœur Ruth posa une main sur son épaule et répondit « Nous ne le savons pas encore, ma fille, mais c'est possible. » L'enfant ne pleura pas, elle ne cria pas, elle ne courut pas. Elle dit simplement « Si c'est le cas, je veux juste savoir pourquoi vous avez mis autant de temps. » Claudio tenta de parler, mais sa gorge ne fonctionnait plus. Alors, il ouvrit les bras, et dans un élan sans réflexion, elle se jeta dedans. Ce n'était pas une accolade, c'était un sauvetage. Mais de l'autre côté de la cour, Sylvia observait la scène, et elle murmura à son mari « Si c'est lui le père, on va la perdre. » Et c'est ainsi qu'une nouvelle guerre s'amorça. La lutte entre la vérité biologique et l'amour tissé dans le silence de l'absence. L'atmosphère à la fondation était tendue. Il n'y avait pas de cris, pas de dispute, mais le silence faisait mal aux oreilles. Sylvia s'éloigna. Elle demanda à parler seule avec sœur Ruth. Claudio resta assis avec Julia sur le banc en ciment. Elle tenait sa main comme on tient un ballon qu'on ne veut pas laisser s'envoler, mais dont on veut quand même voir jusqu'où il peut aller. « Non, tu vas m'emmener d'ici » demanda-t-elle. Claudio sentit sa gorge se serrer. « Je ne sais pas, ma fille. Je ne veux arracher personne à rien. Je veux seulement te connaître. » Elle réfléchit quelques secondes, puis répondit « Mais si t'es vraiment mon papa, alors tu dois rester, non ?» Il ferma les yeux. « Oui, je dois. » De l'autre côté du grillage, Sylvia faisait pression sur sœur Ruth. « Vous ne pouvez pas laisser ça se produire. Cet enfant est à nous. Nous venons chaque semaine. Nous avons un lien affectif. Elle nous appelle tonton et tata. On a déjà tout prévu. Ce n'est pas juste qu'un homme surgisse de nulle part et vienne tout chambouler. » Sœur Ruth gardait son calme, mais sa voix portait la sagesse de celles qui ont vu bien des adoptions échouer à cause de blessures d'ego. Le cœur de l'enfant est ce qui importe, et si cet homme est son père, comme cela semble possible, alors nous avons le devoir de lui permettre de connaître la vérité. Sylvia éclata. « Mais qu'est-ce qui compte le plus? Le sang qui disparaît ou l'amour qui est resté ?» Et cette question resta suspendue dans l'air. Ce soir-là, Claudio partit, mais pas sans promettre qu'il reviendrait. Avant de quitter les lieux, il laissa un petit ours en peluche, usé, acheté chez un camelot, mais que Julia adorait. « Il a un nom » demanda-t-elle. « Oui, il s'appelle Pardon. » Elle sourit. « Alors je vais dormir avec lui dans mes bras. » Claudio marcha vers la sortie sans se retourner. Mais avant de franchir le portail, sœur Ruth le rejoignit. « Si vous voulez aller au bout, nous allons devoir procéder à un test. Un test ADN, officiel. Mais nous aurons aussi besoin de temps. Julia n'est pas un prix, ni une dette, c'est une enfant qui a besoin de paix. » Claudio acquiesça. « Je ferai tout ce qu'il faut. Pour la première fois, je ne fuirai pas. » Et ainsi commença une nouvelle étape. Examen, dossier, entretien avec l'assistante sociale. Benedito aidait comme il pouvait, priant depuis sa cabane, avec la foi de ceux qui ont déjà vu l'impossible se produire. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le résultat du test ADN allait révéler une vérité qui changerait tout. Pas seulement sur Julia, mais aussi sur Claudio. 2 semaines plus tard, Claudio retourna à la fondation, les mains moites, le cœur cognant comme un moteur qui peine à tourner rond. C'était le jour du résultat. L'enveloppe était là, posée sur le bureau de l'assistante sociale, scellée, neutre, froide comme l'administration. À sa gauche, Benedito, à sa droite, sœur Ruth. Sylvia n'était pas venue. Elle avait préféré rester chez elle avec son mari. Peut-être qu'elle sentait déjà ce qui allait tomber, ou peut-être qu'elle n'avait simplement pas la force d'en être témoin.
La femme de la fondation ouvrit l'enveloppe avec lenteur, précision chirurgicale. Elle lut la première ligne et s'interrompit. Puis elle leva les yeux vers Claudio avec un mélange de surprise et de compassion. « Monsieur Claudio, le résultat confirme que… » Claudio se pencha, anxieux. Elle avala sa salive et termina. « L'enfant n'est pas votre fille biologique. » Silence, mais pas n'importe quel silence. Celui qui semble avaler l'air, geler les gestes et transformer le sol en abîme. « Comment ça ?» balbutia Claudio. L'assistante sociale lui tendit le document. Il lut, puis relut. Encore. Incompatible. 0% de compatibilité. C'était comme recevoir une gifle, de la réalité. Benedito, à côté, se tortilla sur sa chaise. Mais, et Clara? Et la lettre? Et le prénom? Et le timing? Sœur Ruth prit la parole. Clara a peut-être laissé l'enfant sous ce nom, mais ce n'est peut-être pas sa fille de sang. Ou peut-être que Julia a été enregistrée sous une autre identité, ou quelqu'un a volontairement brouillé les pistes. Claudio était muet. On aurait dit qu'un fil invisible venait de tirer le sol sous ses pieds. « Alors, elle n'est pas ma fille ?» répétait-il, comme s'il essayait de convaincre son propre cœur. « Pas biologiquement », répondit l'assistante, « mais ça ne change pas le lien qui s'est déjà créé. » Il resta là, figé, le papier à la main, jusqu'à ce que Benedito murmure à son oreille « Et maintenant, patron, t'es venu ici pour le sang ou pour la rédemption ?» Claudio releva les yeux. « Je ne sais pas, mais j'aime déjà cette petite, et ce n'est pas l'ADN qui changera ça. » Sœur Ruth acquiesça de la tête. « Alors, mon fils, si c'est d'amour que tu parles, c'est d'amour qu'on va s'occuper. » Mais il restait un détail. Sœur Ruth sortit un autre dossier, jamais ouvert complètement. Nous avons trouvé un autre document, lié au nom de Julia. Claudio le prit. C'était un acte de naissance ancien, avec une rature. Et tout en bas, dans un coin à peine lisible, une note « Filiation attribuée par erreur, registre corrigé à l'âge de 3 ans, nom de la mère biologique, inconnu. » Et tout s'effondra. Julia n'avait jamais été la fille de Clara. Et Clara… Peut-être qu'elle n'avait même pas survécu à l'accouchement, ou peut-être que sa fille avait été adoptée ailleurs, et que Julia avait juste été confondue dans un système trop bancal. Mais Claudio regarda encore le papier, puis leva les yeux vers le ciel. Si elle n'est pas la fille de Clara, ni la mienne, alors elle est à qui? Et du fond de son âme, une voix répondit « Elle est à toi, parce que l'amour que tu ressens, personne ne peut se tromper là-dessus. » Le retour de Claudio à la fondation ce jour-là fut différent. Il ne portait pas de résultat, pas de justification. Il ne portait que le poids d'une décision et la légèreté d'avoir enfin compris pourquoi il était venu. Il entra dans la cour et vit Julia assise sous le manguier, dessinant avec des crayons de couleur usés sur un papier froissé. Lorsqu'elle le vit, elle sourit. Un sourire si naturel, si entier, qu'il en oublia presque ce qu'il était venu dire. Elle courut vers lui. « T'es revenu !» Il s'agenouilla, prit ses petites mains dans les siennes. « Je suis revenu, mais je dois te dire quelque chose. » Elle fit une moue de curiosité. « C'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Il inspira profondément. « La vérité, le test a dit que je ne suis pas ton papa. » La fillette baissa les yeux, et pendant un instant, le monde fut trop petit pour eux deux. « Alors tu vas repartir ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. Claudio sentit son cœur se briser. Il répondit du plus honnête qu'il pouvait. « Si tu veux que je parte, je partirai. Mais si tu veux que je resterai. Pas parce que je suis ton père de sang, mais parce que tu es ma fille de choix. » Elle ne dit rien. Elle le prit dans ses bras, un de ces câlins d'enfants, forts, vrais, qui disent tout sans parler. « T'es peut-être pas mon vrai papa, mais t'es le seul que j'ai envie d'avoir. » À ce moment-là, sœur Ruth arriva. Avec elle, le couple, Sylvia et son mari. La femme était visiblement émue. Son mari semblait plus réservé mais attentif. « Tu lui as dit ?» demanda Sylvia. « Je lui ai dit, » répondit Claudio sans quitter Julia des yeux. « Et même après ça, elle m'a choisi. » Le mari de Sylvia s'avança. « On veut son bonheur, et peut-être que son bonheur, c'est toi. » Sylvia regarda Claudio droit dans les yeux. «
Elle parle de toi tout le temps. Elle te dessine, elle te cherche. Je ne sais pas si c'est juste, mais je sais que c'est de l'amour. Sœur Ruth intervint. Il va falloir que nous parlions tous ensemble, formellement, légalement. Si vous acceptez vraiment de renoncer et que Claudio souhaite faire une demande, il existe un chemin. Claudio se leva, toujours tenant la main de Julia. Je ne fuirai pas cette fois, pas elle. Et pour la première fois, il signa un document de son nom entier, pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme, en tant que père, celui qui avait compris que l'amour est plus fort que la génétique. Et là, dans cette cour simple, le monde devint un peu plus beau, parce qu'une petite fille, abandonnée par tant, venait enfin d'être choisie, par quelqu'un qui avait failli tout perdre. 2 semaines plus tard, la Fondation autorisa la conduite familiale élargie. Un nom officiel pour dire « tu peux l'emmener chez toi, mais on te surveille ». Le problème, c'est que Claudio n'avait pas de maison. Pas une maison capable de contenir l'amour, du moins. L'appartement qu'il avait acheté du temps de sa fortune avait été saisi. Le penthouse qu'il partageait avec son ex-femme était au nom d'une société en faillite. Le seul toit qu'il connaissait encore, c'était la bâche bleue du baraco de Benedito. Et c'est là qu'il emmena Julia, sac sur l'épaule de la fillette, cœur explosant dans la poitrine. Benedito les accueillit avec une accolade et du pain à la margarine. « Bienvenue, ma fille, y a pas de suite ici, mais y a de l'amour partagé. » Julia courait dans le terrain comme si c'était un château. Elle trouva un vieux seau et commença à dessiner des fleurs dessus avec une pierre. Claudio l'observait en silence, comme on veille à un miracle, de peur qu'il s'envole. Le soir venu, Benedito prépara du riz, des œufs au plat et des saucisses. Il les servit dans 3 assiettes fendues, posées sur une planche qui faisait office de table. Premier dîner en famille, c'est peut-être simple, mais bien des millionnaires ne mangent pas avec autant de sincérité. Julia sourit, bouche tachée de jaune d'œuf. Ici, ça a le goût d'un câlin. Claudio ne put retenir ses larmes. Pas de tristesse, mais de gratitude. Après le repas, elle courut, sortit un papier froissé de son sac et dessina 3 petits bonshommes se tenant la main, sous une maisonnette bancale, avec un cœur au-dessus. « C'est nous », dit-elle, et elle scotcha le dessin au mur avec du vieux ruban. Claudio regarda ce geste simple comme s'il s'agissait d'un acte de propriété. « Je vais construire une vraie maison pour nous, Julia, mais ce dessin, ce sera le plan officiel. » Du coin de la pièce, Benedito ajouta « N'oublie jamais que sans affection, un mur reste un mur, et qu'une maison sans âme, c'est juste un abri pour l'ego. » Et là, au milieu des casseroles cabossées, de la fuite au coin du toit et de l'odeur de savon de coco, un foyer naissait. Le soleil s'était levé sur un nouveau jour dans le petit terrain de Benedito. Mais ce matin-là, ce ne fut pas la lumière qui réveilla Claudio. Ce fut une voix ancienne, tranchante, froide comme les souvenirs qu'on essaie d'enterrer. « Tu vas vraiment rester ici ?» Claudio se retourna d'un coup. Elle était là, Vanessa, son ex-femme, habillée comme si elle sortait d'un magazine, lunettes noires, parfum cher et un mépris visible dans le regard. « Comment tu m'as trouvé ?» demanda-t-il, les yeux à demi ouverts. « Benedito m'a appelé. Je suis encore ta femme, légalement. Et il a dit que tu avais perdu la tête. » Claudio baissa les yeux. Il comprenait. Benedito voulait l'aider, mais il n'imaginait pas que ça attirerait un fantôme du passé. Vanessa entra dans le petit abri sans invitation. Elle observa les casseroles, la paillasse, la photo de Julia collée au mur. « Et donc c'est elle, la fillette que tu pensais être ta rédemption ? » « Elle n'est pas ma rédemption, elle est mon choix. Depuis quand tu fais des choix bons pour les autres, Claudio ? Tu n'as pas su être père, tu n'as pas su être mari, et maintenant tu joues à la famille dans un bidonville ?» Il se leva, calme, mais ferme. « C'est fini, Vanessa, tu peux retourner à ton monde de vitrine. Moi, j'ai trouvé un miroir, et j'ai regardé dedans. » Elle s'approcha, le regard perçant. « Et quand tu te regardes, tu vois un père ?» Il hésita, mais entendit juste derrière la voix de Julia qui chantait doucement une chanson inventée à moitié faux. Il répondit « Non, je vois un homme qui veut apprendre à le devenir. » Vanessa rit, moqueuse, incrédule.
Tu ne tiendras pas 2 mois ici. Cette fille va te briser, ou tu vas la briser comme tu as brisé tout le reste. » Puis elle partit, sans au revoir, sans regard en arrière. Claudio resta seul dans la pièce. Mais pas longtemps. Julia entra en courant, tenant une feuille de papier. « Regarde, j'ai fait un calendrier. Chaque jour que tu restes, je fais un cœur. » Il regarda. Il y avait déjà 8 cœurs rouges dessinés. Et il promit, silencieusement, « Je vais remplir ce calendrier, peu importe les fantômes. » Le lendemain, Benedito tomba malade. Rien de grave, pensait-il. Une toux, un peu de fièvre, peut-être un rhume. Mais 2 jours plus tard, il ne se levait plus. Et Julia pleurait dans le coin, tenant la main du vieux homme, qui semblait n'avoir plus aucune force. Claudio paniqua. Il appela une ambulance, qui mit 3 heures à arriver. Et quand ils arrivèrent, ils parlèrent froidement. Infection pulmonaire sévère. Il a attendu trop longtemps. À l'hôpital, ils exigèrent des papiers, des documents, une fiche d'entrée. Claudio n'avait rien. Pas de carte de santé de Benedito. Pas de dossier. Pas de contact. Il leva la voix. Il se battit. Il hurla. « C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a ramené à la vie. Et vous allez me dire qu'il est seul ?» Les infirmières restaient indifférentes. Mais une seule, le regarda dans les yeux et murmura « Alors reste, veille-le. Parfois, la présence d'un cœur est plus forte qu'un médicament. » Claudio passa la nuit assis sur une chaise, tenant la main de Benedito. Et cette nuit-là, il se souvint de tout, de l'homme qu'il était, de l'homme qu'il voulait être. Au matin, Benedito ouvrit les yeux, faible mais vivant. « T'es toujours là, mon fils ?» souffla-t-il. « Toujours. Et je te promets, tu vas voir cette maison se construire. Tu vas voir Julia m'appeler papa. » Et Benedito sourit. « Alors j'ai plus rien à craindre. » Dans les jours suivants, Claudio lança une collecte en ligne. Il raconta son histoire, raconta Benedito, raconta Julia. Et le miracle se produisit. Des gens donnèrent, des inconnus envoyèrent de l'aide, des anciens partenaires d'affaires, des clients du passé, des voisins oubliés. Tous envoyèrent quelque chose. Et sur ce terrain boueux, entre une gouttière rouillée et un manguier tordu, une nouvelle maison commença à s'élever. Pas un palais, mais un foyer, un lieu fait de murs simples et de promesses solides. La première chose que Claudio construisit dans la maison neuve, ce fut un mur pour accrocher les dessins de Julia. Ce jour-là, il y en avait un spécial, un grand soleil, un gâteau maladroit, et lui, avec un chapeau de fête. C'était son anniversaire, et Julia voulait absolument célébrer. « Tu m'as redonné une famille. Alors aujourd'hui, c'est moi qui veux te donner une fête, » déclara-t-elle fièrement. Avec l'aide de Benedito, elle prépara une surprise. Un gâteau de pain de mie et chocolat en poudre, 3 bougies d'années différentes et des confettis faits de papier découpé. Claudio entra dans la maison et pleura, pas parce qu'il était ému, mais parce qu'il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'on avait fêté son anniversaire. « Souffle, papa !» cria Julia. « Papa !» Ce mot tombait enfin comme une guérison. Il souffla les bougies et Benedito murmura « Tu vois ? L'univers célèbre aussi les renaissances. » Un jour, une assistante sociale apparut à l'entrée. « Nous devons faire une visite surprise. C'est la procédure. » Claudio ouvrit la porte sans crainte. La maison était modeste mais propre. Le frigo presque vide, mais le cœur bien rempli. L'inspectrice observa tout, demanda des papiers, posait des questions à Julia. Regardait Claudio dans les yeux. Après 2 heures, elle rangea son carnet. « Monsieur Claudio, je ne peux pas encore approuver une adoption, mais je peux prolonger l'accueil familial. » Il baissa les yeux. « C'est un pas, » ajouta-t-elle. « Et surtout, je n'ai jamais vu une petite fille aussi convaincue de son choix. » Avant de partir, elle fit un clin d'œil à Julia. « Tu as un papa courageux. » Et ce jour-là, la petite fille colla un autocollant en forme d'étoile sur le calendrier. Et c'est pour aujourd'hui, parce qu'on a gagné une nouvelle chance. Un soir, en rangeant une vieille boîte, Claudio trouva une lettre non ouverte. Il la reconnut. C'était une lettre de son propre père. Jamais lue, jamais pardonnée. Il l'ouvrit. Dedans, peu de mots. « Je ne savais pas t'aimer, fils, mais j'ai prié chaque jour que tu sois meilleur que moi. » Claudio s'effondra.
parce qu'il comprit qu'il avait passé sa vie à fuir cette douleur, et que, sans le savoir, il répétait ce cycle. Mais maintenant, il avait choisi autre chose. Il avait choisi d'aimer, de rester, d'être. Il alla dans la cour, brûla la lettre dans un petit feu, et les cendres s'envolèrent au vent. Julia arriva en courant. « Pourquoi tu brûles un papier ?»« Parce qu'il est temps de tourner la page. » Elle le regarda avec sérieux, puis lui tendit une nouvelle feuille blanche. Alors on écrit une nouvelle histoire. Les mois passaient, et un jour, la fondation appela. « Monsieur Claudio, votre dossier est complet. Nous allons passer à l'étape finale. » Il raccrocha. Son cœur battait comme s'il allait exploser. Il se souvenait du jour où il avait été trouvé ivre dans les déchets. Et maintenant, il allait devenir légalement père. Il alla chercher Julia à l'école. En chemin, il acheta 2 glaces. Et quand il la vit, il s'agenouilla. « Tu veux être ma fille pour toujours ?» Elle le regarda, sérieuse. « C'est toi qui dois me le demander. » Il rit. « Alors, veux-tu être ma fille ?»« Officiellement. Devant Dieu, devant la loi, devant tout le monde. » Elle sauta dans ses bras. « Oui, 1000 fois oui !» Et là, au milieu du trottoir, 2 glaces fondaient sous le soleil. Et un lien éternel venait d'être scellé. Le jour de l'adoption arriva. Ils entrèrent dans le tribunal, main dans la main. Sœur Ruth était là. Benedito aussi. Même Sylvia et son mari vinrent, discrets, mais présents. Le juge lut tout le dossier. Puis regarda Claudio. « Vous comprenez la responsabilité que vous assumez ?»« Oui, monsieur. Et j'en assume chaque ligne, chaque nuit d'inquiétude, chaque matin de joie. » Le juge sourit, puis regarda Julia. « Et toi, tu acceptes d'avoir ce monsieur comme papa ? Il est déjà mon papa. C'est vous qui devez l'accepter. » Rire dans la salle. Le marteau tomba. Adoption validée. Claudio signa. Et pour la première fois, il écrivit à côté du prénom de Julia, de Oliveira Mendes. Son nom, son héritage, sa victoire. En sortant, Julia courut dans ses bras. « Tu sais, papa, t'es mon trésor. » Il la serra contre lui. « Et toi, tu es ma seconde chance, celle que même le ciel n'avait pas prévue. » Et le millionnaire tombé devint le plus riche des hommes, pas par l'argent, mais par l'amour qu'il avait osé embrasser, même au fond du désespoir.